Nous allons essayer lors de cette table ronde de poser la question de savoir pourquoi l'enfant est au centre des mutations idéologiques, et on a déjà largement commencé, je trouve, ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir donc 3 éminents penseurs et chercheurs en sciences humaines et sociales, Madame Isabelle Mekenem, Pascal Mallet et Pierre-Henri Tavoyer, qui vont aborder des questions essentielles concernant l'enfance et les dynamiques contemporaines qui la traversent. Je suis Karine Guéniche, psychologue clinicienne et psychanalyste, maître de conférences des universités HDR à l'Université Paris-Cité et directrice de recherche à l'INSERM. Je remercie Céline Masson et Caroline Eliachev de me permettre d'animer cette deuxième table ronde de notre colloque qui pose donc la question du pourquoi l'enfant est au cœur de ces mutations idéologiques. Vous dire aussi que je suis d'autant plus touchée de cette invitation qui promeut le travail de presque 4 années de notre groupe de sirènes, que j'étais avec la vingtaine de collègues aujourd'hui au directoire de l'Observatoire dans le laboratoire de création, un peu comme une cuisine, de ce qui allait devenir donc l'Observatoire La Petite Sirène, réunion que nous faisions il y a déjà presque 4 ans, derrière nos écrans du Covid, à l'automne 2020, construisant marche après marche cette réflexion sur le sens clinique et psychopathologique de ce que nous appellerons, chemin faisant, la transidentification des enfants, déjà à l'époque un tsunami mondial, et au-delà, réflexion sur le motif, les motifs sociaux et politiques d'un tel phénomène. Je vais parler ici, et je vais animer la table ronde ici, de ma place de clinicienne et théoricienne sur les questions d'identité, si tant est que ce terme existe, identité sexuée, sexuelle et de genre, que je convoque depuis près de 30 ans dans ma pratique auprès de bébés, d'enfants, d'adolescents, nés avec une malformation des organes génitaux qui entrave la déclaration de leur sexe de naissance à l'état civil. J'ancre ma pratique au sein d'une équipe pluridisciplinaire émérite de l'hôpital Necker, enfants malades à Paris. Je suis quelqu'un qui, pour reprendre ce qui vient d'être dit, est particulièrement attaché à la différenciation entre le sexe, le genre, le sexué et le sexuel. J'y attache un véritable intérêt et j'ai beaucoup travaillé à ces questions de glissement sémantique, comme on vient de le dire, et ce qu'ils finalement à la fois révèlent et nous disent et de la simplification et au fond de la confusion, mais qui viennent servir, à mon sens, une idéologie, en effet, que nous discutons aujourd'hui. Depuis la loi de bioéthique d'août 2021, ceux qu'on appelait jadis les hermaphrodites sont nommés aujourd'hui, en France, sujets avec une variation du développement génital. Notons que la mutation idéologique liée aux enfants dits transgenres remet en question les concepts traditionnels de genre. Elle défie la binarité homme-femme en introduisant la notion que le genre est fluide et peut différer du sexe assigné à la naissance. Elle convoque la variation du genre, variation également présente donc dans le vocable qui désigne aujourd'hui la malformation des organes génitaux appréhendée comme une variation du développement du sexe. Dans le cadre de mes travaux de recherche engagés depuis de très nombreuses années sur les sujets dont le doute sur le sexe a été énoncé à la naissance, j'ai monté avec Colette Chilan, dans les années 2000, un groupe de travail aux enfants malades qui réfléchissait aux enjeux des troubles identitaires ou alors les cliniques du transsexualisme, cette conviction inébranlable dont on vient de parler, rare et souvent précoce dans l'histoire du sujet d'appartenir à l'autre sexe. Donc ces cliniques du transsexualisme donc, et
de l'hermaphrodisme constituaient notre matériel clinique. Nous étions à l'époque pas plus d'une dizaine à nous intéresser à toutes ces questions qui n'avaient pas encore la forme d'aujourd'hui. Néanmoins, mon chef de service, le professeur Raphaël Rapaport, le père de l'endocrinologie pédiatrique française, m'avait annoncé ce raz-de-marée dès les années 2000, lorsque je préparais avec lui un projet de recherche sur l'expérience intime après coup de jeunes filles XY opérées filles à la naissance. Il revenait des États-Unis depuis quelque temps, on découvrait les gender studies en France et il m'avait dit « Karine, je pense qu'il va se passer quelque chose en France dans quelque temps qui est déjà présent aux États-Unis et qui va nous imposer de réfléchir intensément à toutes ces questions. » Nous y sommes. Colette Chilan serait impressionnée du travail accompli aujourd'hui par l'Observatoire La Petite Sirène et serait assurément éberluée de l'épidémie idéologique transidentificatoire actuelle portée par le wokisme, bien éloignée du paradigme psychopathologique des modes de traitement et de résolution adolescente, des angoisses de sexuation pubertaire, ordinaire ou plus problématique. La question que nous posons à présent est pourquoi l'enfant est-il au cœur des mutations idéologiques? Une mutation idéologique est un processus complexe et multidimensionnel qui implique un changement profond et durable dans les idées, les valeurs et les croyances qui structurent une société. Ces mutations, souvent impulsées par des mouvements sociaux qui remettent en question l'ordre établi, peuvent être lentes et graduelles ou rapides et révolutionnaires et toujours promues par les médias et les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Ces mutations touchent tous les aspects de la vie collective avec des changements, des pratiques sociales, des comportements et des normes. Les institutions sont toujours impactées, voire remodelées pour s'aligner sur les nouvelles idéologies. L'enfant est au centre des mutations idéologiques parce qu'il incarne l'avenir de la société et représente un enjeu crucial pour la transmission des valeurs, la formation des identités et la préparation à des défis futurs. Les transformations idéologiques cherchent souvent à façonner les jeunes générations pour qu'elles soient alignées avec les visions et les aspirations d'une société en constante évolution. Dans ce contexte, la vulnérabilité, voire la malléabilité de l'enfant est souvent l'apanage des plateformes numériques et des réseaux sociaux qui le captent, l'influencent et lui martèlent de nouvelles idées et valeurs. Dans ce contexte encore, les débats sur les droits de l'enfant deviennent aujourd'hui légion, on vient de le voir, et l'enfant fait l'objet lui-même d'une nouvelle définition. L'enfant dont il serait question aujourd'hui est finalement un enfant tout seul, autodéterminé dont les droits promus, souvent à l'extrême, par des figures qui s'autodésignent comme ses représentants, finissent par le mettre à mal, voire plus. C'est à mon sens le néolibéralisme et l'individualisme qui lui est inhérent, qui est au cœur de ces folies, tant minuscules que meurtrières, pourrait dire Jacques André. Dans le contexte de l'autodétermination, l'enfant est privé des valeurs personnelles de ses parents et de leur transmission parentale descendante qui convoque l'asymétrie. Ses parents hésitent à les lui transmettre de peur d'abuser de leur autorité, ou bien que le système, on l'a déjà vu, délégitime en tant que parent. Privé de cette protection, supposément donc donnée par la position ascendante parentale, l'enfant devient possiblement la proie des prédateurs du marché, acteur pervers des nouvelles mutations anthropologiques à valence transhumaniste. Je pense que la question du pourquoi, et pourquoi, en 2 mots, convoque l'intentionnalité d'un tel projet qui met au cœur l'enfant supposément hyper protégé par un ensemble de lois
qui le légitime dans tout un ensemble de situations extrêmement délétères pour lui, mais il a le droit. Dans ce qui fonde l'Observatoire La Petite Sirène, l'influence des réseaux sociaux sur les pratiques médicales, comme en témoigne le phénomène transidentitaire, supposé marqué par une dysphorie de genre, que nous avons choisi d'appeler à l'Obs le phénomène transidentificatoire, l'enfant dont il est question n'est plus un enfant aux prises avec ses parents qui le limitent, mais un enfant tout seul qui est autorisé, voire poussé, à maintenir sa croyance mégalomane infantile. Un renversement totalement paradoxal en somme. Les lois qui pénalisent les parents sont finalement là pour ne pas protéger l'enfant. À présent, et ensemble, nous allons explorer comment les relations intergénérationnelles, les dynamiques de groupe entre pairs et les institutions éducatives se transforment et se réajustent face aux nouvelles idéologies qui émergent. Nous espérons évidemment que cette discussion vous apportera des perspectives enrichissantes et stimulera votre réflexion sur ces sujets fondamentaux. Je vais donc passer la parole à Monsieur Pascal Millet, professeur en psychologie du développement à Nanterre, université. Il va nous parler de l'amitié entre enfants et de la manière dont ces relations peuvent devenir des vecteurs d'influence, voire d'emprise, dans un contexte où les réseaux sociaux numériques jouent un rôle de plus en plus prégnant. Je vous remercie. Merci Karine pour cette belle introduction qui prépare bien à ce que je vais essayer d'exposer. Et j'étais tout spécialement sensible aussi à l'évocation d'une de mes anciennes professeurs, Colette Schieland, que j'ai eu la chance d'avoir il y a bien longtemps à l'université, à l'ex-université René Descartes, et qui déjà, alors que son cours ne portait pas sur le sujet, déjà nous faisait part de son expérience et de la souffrance des enfants qui naissent effectivement avec une anomalie au niveau des organes génitaux. Et ce qui est terrible aussi dans cette histoire dont nous parlons aujourd'hui et demain, c'est que ces enfants-là qui constituent une toute petite minorité, j'en suis pas spécialiste, mais eux, ils passent presque à la trappe dans tout ça, alors qu'eux ont une vraie... je ne dis pas que les autres n'ont pas un motif de souffrance, mais c'est quand même pas du même ordre. Donc bref, effectivement, la question qui nous a été demandée de traiter par nos aimables organisatrices, que je remercie de m'avoir invité, pourquoi l'enfant est-il au centre des mutations idéologiques? Et il m'a été demandé de mettre ça en relation avec l'amitié entre enfants, puisque je m'intéresse un peu à la question. Et donc la question que je dois traiter, c'est quand l'amitié entre enfants devient-elle une relation d'influence ou d'emprise? Alors première réponse à la question générale, pourquoi l'enfant est au centre des mutations idéologiques? Parce qu'une société, ça a été dit par Karine à l'instant, et ça a été dit d'autres façons auparavant, une société, elle se perpétue par ses enfants, évidemment, en leur transmettant des valeurs, une culture, son histoire, des projets aussi, à charge en eux, après d'en faire ce qu'ils voudront d'une certaine façon, mais il faut déjà qu'il y ait une transmission qui s'opère. Traditionnellement, cette transmission, elle passe par des relations qu'on appelle verticales, qui ont été évoquées il y a un instant aussi. Verticales, ça veut dire des adultes vers l'enfant, donc en gros des parents, des enseignants vers l'enfant, dans le cadre d'institutions, la famille, l'école, et ça, c'est l'éducation. Et j'aurais presque envie de dire, c'était l'éducation. S'il y a une mutation idéologique, c'est sans doute parce qu'il y a un problème de transmission dans les relations verticales. Et c'est peut-être aussi parce que les relations horizontales, du même coup, elles prennent plus de poids. Les relations horizontales, c'est celles qu'on appelle d'un anglicisme, d'une traduction littérale, les relations entre pairs, peer relationships. Et même s'il n'y a pas de conflit de génération,
avec les relations entre pairs, c'est vrai que l'enfant ou l'adolescent accède à d'autres univers. Et dans ces conditions, on peut se demander si l'amitié entre enfants ne contribuerait pas à des mutations idéologiques, si elle ne serait pas un vecteur, un moteur de certaines de ces mutations. L'amitié entre enfants, c'est une sorte de point aveugle en psychologie. On sait que ça existe, mais on ne s'y intéresse guère en général. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de très important dans la vie de l'enfant, c'est un vrai besoin, c'est pas un luxe. Dans le milieu scolaire en particulier, dans lequel les enfants passent la plus grande partie de leur temps, et les adolescents plus encore, avoir des amis, c'est indispensable. Les amis, ils nous protègent des moqueries, ils nous protègent des agressions, ils nous apportent un soutien socio-émotionnel. À la crèche, ne pas avoir d'amis, ça peut passer. En maternelle, ce sera de plus en plus problématique. Et à l'école élémentaire, un enfant qui n'a pas d'amis, eh bien, il aura forcément des problèmes plus ou moins importants. Mais évidemment, ce soutien apporté par les amis, il n'est pas neutre. Les amis, ils s'influencent, et ils s'influencent d'autant plus profondément qu'ils sont étroitement amis, qu'ils ont une connaissance intime les uns des autres. Et pourtant, ils ne cherchent pas à s'influencer. Si un enfant tanne ses parents pour avoir une paire de baskets de telle marque, parce que ses amis en ont, ses amis n'exercent pas de pression sur lui intentionnellement pour qu'il achète la même paire de chaussures. On a un autre exemple qui nous rapproche de nos histoires de puberté. C'est quelque chose qui est bien connu. C'est l'effet ce qu'on appelle le timing pubertaire. On sait par exemple que les garçons et les filles qui ont une puberté précoce, il y a une probabilité assez importante qu'ils intègrent des groupes de garçons et de filles, des groupes de pairs, plus âgés qu'eux, mais ayant la même apparence physique qu'eux. Et on sait que dans ces cas-là, ils vont avoir tendance à adopter des conduites qui sont celles donc de garçons ou de filles plus âgés qu'eux, qui vont par exemple consommer de la cyberpornographie, des psychotropes ou autres. Et on voit au passage que les effets de la maturation pubertaire sur le développement, qui sont maintenant quand même bien connus, parce qu'il y a presque un demi-siècle de recherche sur le sujet, on voit que les effets de la maturation pubertaire sur les conduites sont rarement directs. Ils passent souvent par des médiations psychologiques, sociales, pour produire donc leurs effets. Et donc là aussi, le groupe d'ados plus âgés qui intègrent un enfant ou un adolescent plus jeune en termes d'âge chronologique, il ne cherche pas forcément à l'influencer, mais il va l'influencer quand même. Et alors cette influence, eh bien, elle est de plus en plus importante au fur et à mesure que l'enfant grandit. Ça veut dire que plus l'enfant grandit, plus le choix qu'il fait de ses amis va le placer sous certaines influences qui vont peser sur l'orientation de son développement, qui vont peser sur sa vie. Et il y a un moment où cette influence, cette ressemblance à l'intérieur du groupe d'amis devient beaucoup plus importante, c'est l'entrée dans l'adolescence. À partir du moment où on entre dans l'enseignement secondaire, on repère beaucoup plus facilement des similarités à l'intérieur des groupes amicaux, alors que chez l'enfant, il n'y en a pas tellement, en tout cas, elles ne sont pas très faciles à repérer. À l'adolescence, ils vont se ressembler sur les goûts en matière de vestimentaire, en matière de musique qu'ils écoutent, en matière d'investissement scolaire ou de décrochage scolaire. Donc les ressemblances deviennent plus importantes. Pourquoi ? Pas parce que la personnalité deviendrait plus malléable au moment où on arrive dans le secondaire. Pas non plus parce que les amis exerceraient des pressions plus fortes. Non. L'effet des pairs, l'effet des amis plus précisément, devient plus important parce que les adultes se retirent. La supervision des parents est plus distante. Le ratio élève-enseignant dans le secondaire n'a rien à voir avec ce qu'il est à l'école élémentaire. Les adultes se retirent et les effets des pressions éventuellement et de l'influence des pairs est plus efficace. Or, les liens d'amitié, cela a été évoqué par Karine il y a un instant, ils sont évidemment, vous le savez, pris dans des réseaux socio-numériques comme Instagram, Snapchat, TikTok, et ces entreprises, évidemment, elles exploitent ces réseaux, elles ne sont pas des philanthropes. Elles cherchent à conquérir de nouvelles parts de marché, à fidéliser des consommateurs toujours plus jeunes. Donc elles profitent du besoin de sociabilité et d'amitié entre enfants et entre ados
pour imposer certaines formes d'interaction sociale qui méritent qu'on s'y arrête si l'on s'intéresse aux mutations anthropologiques. Quelles sont les particularités, les grandes particularités de ces formes d'interaction sociale? Tout d'abord, l'impulsivité. Elle pousse à l'impulsivité, il faut réagir vite. Si on réagit 1 heure après que la vidéo a été postée, c'est plus la peine. On est en dehors du coup. Il faut réagir très vite, donc ça veut dire sans réfléchir, sans anticiper sur les états mentaux des autres. Et puis, et c'est un domaine aussi d'interaction qui est beaucoup plus marqué que lorsqu'il n'y avait pas ces réseaux sociaux numériques, par la compétition entre pairs, parce qu'il y a des évaluations publiques qui sont données en direct. Chacun a sa cote de popularité. Donc ça a rendu beaucoup plus sensible à la nécessité de travailler à améliorer sa cote, et on sait que cette motivation est une des principales causes du harcèlement aussi, qui est une caractéristique de la période du collège. Et puis, pour améliorer leur popularité, les ados ils se réfèrent à des standards, comme des marques, je l'ai évoqué à l'instant, pour se mettre en valeur, beaucoup plus, une fois encore, que de chercher à mentaliser qu'est-ce que les autres en penseraient. Ils ne cherchent pas tellement à imaginer ça, à se décentrer, comme disait Piaget, vers les autres. Donc, en somme, on a affaire à des formes d'interaction qui sont peu propices à la mentalisation, à se mettre à la place des autres, et qui tentent à réduire les personnes à des artefacts marchandisables, déshumanisés, déréels, plastiques, si on reprend le terme employé par Didier Sicard ce matin. Et tout ça dans un contexte de contenu, publicité, séries, vidéos, très chargé en stéréotypes de sexe, pour beaucoup hypersexualisés, sexistes, humainement dégradants, surtout pour les femmes. Et ajoutons encore que ce type d'environnement numérique, dans ce type d'environnement numérique, les adultes en charge de l'éducation sont totalement absents, remplacés par les modérateurs anonymes de l'entreprise. C'est donc un univers très particulier qui est transmis par ces plateformes et que les ados et les enfants ne choisissent pas, auquel ils peuvent difficilement échapper et qui s'appuient, qui exploitent une fois encore leurs besoins naturels de sociabilité et de relations d'amitié avec d'autres enfants ou d'autres adolescents. Donc les relations d'amitié, et j'en arrive à ma conclusion, les relations d'amitié entre enfants ou adolescents comportent naturellement des rapports d'influence, et Piaget, précisément, s'était beaucoup intéressé. Il voyait dans ces interactions entre enfants, entre égaux, le creuset idéal pour croiser le fer et donc stimuler ses capacités intellectuelles et pour stimuler aussi ses capacités de raisonnement moral. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas les relations d'influence entre pairs, c'est l'immixtion dans les interactions entre enfants de ce type de médiation numérique. Là, il s'agit d'autre chose. Les relations d'amitié sont réduites à un gisement exploité de façon optimale à des fins lucratives. Le problème, ce n'est pas, comme on le dit souvent, le temps d'utilisation sur les écrans. Oh ben, il ne faut pas trop, on va réduire le temps et tout ira bien. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que cette influence-là, elle est intentionnelle et qu'elle vise à maîtriser la nature des interactions entre adolescents, entre enfants, en évacuant les adultes en charge de l'éducation, c'est-à-dire en charge de la transmission verticale par l'éducation. Alors on peut parler, sans emphase, à ce propos, d'une forme de behaviorisme numérique globalisé, et il exerce une emprise de plus en plus précoce, de plus en plus personnalisée, grâce à toutes les données qui sont collectées très tôt sur les individus, et puis donc une emprise sur leurs relations d'amitié. Et ça, c'est une nouvelle conception de l'être humain, des rapports entre êtres humains qui est en train d'apparaître, et c'est une mutation anthropologique qui, à mon avis, n'est pas celle dont notre monde a besoin. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Pascal. On va passer donc la parole à Isabelle de Macnem, professeure agrégée de philosophie, qui va donc réfléchir avec nous sur le rôle de l'école démocratique, au fond, dans la prise en compte de l'intimité des élèves, en interrogeant les limites et les implications de cette tendance à valoriser l'expression de soi au sein de l'institution scolaire. Merci beaucoup, Karine. Alors, effectivement, je vais vous parler pour ma part d'écoles publiques, qui représentent 12,5 millions
d'élèves à ce jour en France. Et je vais raisonner en termes d'élèves, qui est précisément non seulement une notion ou une catégorie, mais également un statut ou une fiction, comme diraient les juristes, puisque qu'est-ce qu'un élève? Il est bon de rappeler quelques évidences, le cas échéant. C'est un ensemble de droits et de devoirs qui est une préfiguration en France du statut de citoyen, puisque, comme vous le savez, l'école publique donne une très grande importance à la formation civique. Alors, j'ai décliné la question centrale de ce colloque dans les termes suivants. L'école démocratique peut-elle devenir une institution totale, et j'ai mis totale entre guillemets, en prenant en considération l'intimité des élèves? Et en totale, vous pouvez entendre totalisante. Je ne suis pas allée jusqu'à totalitaire. Voilà, je vous laisse le soin de cette appréciation, évaluation éventuelle. Et je me propose de réfléchir à cette question, qu'il est évidemment impossible de traiter en 10 minutes, mais bon, on va essayer. À partir d'un point de départ précis et qui m'a paru symptomatique, au printemps 2023, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, si j'étais moi-même ministre, je commencerai par rayer le terme jeunesse et je me contenterai de éducation nationale. Donc ce ministère lance une campagne de prévention contre les violences et ce que l'on appelle le harcèlement, dont on parle beaucoup, violence et harcèlement liés aux orientations sexuelles des élèves. Alors, jusqu'ici, tout va bien, ai-je envie de dire, par d'une bonne intention, protéger les élèves en raison d'orientations sexuelles déclarées ou revendiquées. Là où les choses commencent à se gâter, c'est quand je découvre, ainsi que d'autres, la campagne et le moyen de communication de cette campagne, à savoir une affiche, alors qui se présente d'une manière très séduisante, c'est-à-dire elle est très colorée, on y découvre des visages d'élèves stylisés qui ont des sourires. Voilà, donc l'ambiance est plutôt euphorique sur cette affiche, et le slogan qui accompagne cette campagne est le suivant: ici, on peut être soi. Voilà le slogan revendiqué par la principale institution de socialisation de 12,5 millions d'élèves. Alors, une fois passés les quelques moments de sidération et de consternation qui m'ont envahi, je vous livre les questions qui m'ont donc assailli. L'école publique est-elle dans son rôle fondamental lorsqu'elle encourage ainsi l'expression de soi en franchissant la frontière de l'intime? N'y a-t-il pas une forme de toute-puissance de la part de cette même institution en accordant une forme de liberté, puisque c'est ce que relate ce slogan: ici, les élèves, vous pouvez être vous-même. Donc on voit bien que c'est l'institution elle-même qui confère cette liberté, une liberté que j'ai été tentée de qualifier d'ontologique, le droit d'être soi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de toute-puissance dans ce geste et dans ce discours? L'école publique ne risque-t-elle pas de réduire les élèves à leurs attirances passagères et certainement incertaines, enfin encore incertaines, qui caractérisent la phase naturellement, et l'on pourrait dire également structurellement instable de l'adolescence? L'école ne se met-elle pas en contradiction avec ses propres finalités, et en particulier la finalité éminente qu'elle revendique, qu'elle écrit dans tous ses documents officielle, qui est celle de l'émancipation individuelle?
L'émancipation, pour vous donner une idée de son importance au sein de l'institution scolaire, l'émancipation sous-tend tous les programmes d'enseignement, donc toutes les fameuses disciplines enseignées aux élèves du CP jusqu'à la terminale. Alors, je me suis donc interrogée sur les raisons qui pouvaient conduire l'école publique à adopter ce que j'ai appelé la grammaire culturelle de l'individualisme intégral de dernière génération. Autrement dit, un individualisme qui valorise les différences identitaires. Je crois que les précisions ont été apportées tout à l'heure par Nathalie Hennig au sujet de la notion d'identité. Une institution scolaire en France, publique, qui est fondée sur la séparation du privé et du public, une séparation qui découle d'un autre grand principe éminemment important en France, qui est le principe constitutionnel de laïcité, qui contraint les institutions publiques à établir une frontière étanche entre le privé et le public. L'école ne déroge-t-elle pas elle-même, en l'occurrence, à la norme de neutralité des services publics en menant, encore une fois, une campagne sous la bannière de l'expression de soi? Deux fondements, en l'occurrence, et vous voyez qu'ils sont de taille, qui lui permettent a priori d'accueillir précisément sans distinction tous les élèves, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion, et j'ai envie d'ajouter à cette liste, quelle que soit leur orientation sexuelle. À travers ce slogan, on peut remarquer que l'école, j'ose le dire maintenant, de la République, s'approprie des valeurs qui lui sont extérieures. En effet, en tenant ce discours, en le revendiquant, en l'adoptant, ce slogan, eh bien, l'école publique prend pour modèle l'attitude et le discours de la famille de morale libérale. La famille de morale libérale qui accepte toutes les différences entre guillemets, dans un climat de soutien affectif, de compréhension et de tolérance. Et en l'occurrence, l'institution scolaire adopte cette attitude et cette morale. D'autre part, il me semble aussi qu'à travers ce slogan, l'école fusionne cette fois avec la grande société démocratique, la vraie, la réelle société, en assimilant les élèves aux adultes libres et responsables dont ils partagent soudain les prérogatives, mais d'une manière anticipée. Alors, pour prendre du recul par rapport à ce que je perçois comme une psychologisation de la doctrine de référence de l'éducation nationale, qui a pourtant vécu au cours de sa longue histoire sous d'autres principes, au nom d'autres principes, eh bien, je vais m'appuyer sur un auteur mais que Pascal a eu déjà l'occasion de citer, qui me paraît, alors je ne sais pas, qu'en diront les spécialistes, il est peut-être un peu oublié ou laissé de côté, Jean Piaget, en l'occurrence, donc, qui était un logicien, un épistémologue et un chercheur en sciences de l'éducation, et auteur d'une œuvre gigantesque qui occupe des rayons de bibliothèque universitaire à propos des différents aspects du développement des enfants et des adolescents. Et Jean Piaget a commenté un article qui est un texte absolument fondamental, dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler au cours de cette matinée, donc j'aurai le plaisir de le faire. Ce texte, c'est l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une déclaration qui a été votée par les Nations Unies en 1948, et ce texte comporte un article donc dédié à l'éducation.
cette déclaration a posé le principe fondamental du droit à l'éducation. Et là, il s'agit d'un droit créance, comme il a été dit également ce matin. Et dans cet article 26, la déclaration a fixé la doctrine en matière éducative, qui est la doctrine démocratique par excellence, à savoir l'éducation, dit cet article 26, doit viser l'épanouissement de la personnalité. Alors Jean Piaget se penche sur cet article et en a livré un commentaire en tant que spécialiste précisément du développement, et il dit « Mais cet article ne peut pas faire sens si on ne distingue pas précisément deux notions qui sont en l'occurrence abusivement confondues, à savoir l'individu d'un côté et la personne de l'autre. L'épanouissement de la personnalité, en fait, le mot personnalité recoupe deux notions distinctes. Alors l'individu, qu'est-ce que cela signifie pour Piaget? C'est tout simplement l'unité répliquée de l'espèce humaine. L'espèce humaine se décline en autant d'individus qui sont l'unité de base, en quelque sorte. La personnalité, la personne, c'est tout autre chose. C'est le point d'arrivée, le point d'accomplissement de tout un processus qui s'appelle justement le développement. Et avec beaucoup de finesse, Piaget ajoute que l'éducation est elle-même un facteur de ce développement. Voilà, je m'arrête là sur ce commentaire qui permet, je crois, de prendre toute la mesure de la confusion d'un discours institutionnel, en l'occurrence celui de l'école publique. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Pierre-Henri Tavoyot, maître de conférence en philosophie à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université et président du Collège de philosophie. Donc, vous allez, me semble-t-il, nous offrir votre éclairage sur les mutations du lien parent-enfant, en explorant notamment les défis de protection et d'éducation dans notre société moderne. Voilà. Alors, je vais apporter une réponse supplémentaire à la question qui est posée dans cette table ronde. Pourquoi l'enfant est-il au centre des mutations anthropologiques? Avec une réponse un peu rustique qui consiste à dire, au fond, s'il est au centre de ces débats, c'est parce qu'on ne sait plus très bien ce qu'est un enfant. Voilà. C'est une des nouveautés. La définition même de l'enfance est devenue extrêmement problématique. Si on fait référence à la tradition philosophique, de ce point de vue-là, de la Grèce antique, en fait, il y a une sorte d'antinomie sur l'enfance. L'enfant est considéré à la fois, pour dire un terme trivial, comme un petit ange ou comme un petit monstre. C'est d'ailleurs un peu resté dans le vocabulaire contemporain. Petit ange, ça veut dire que c'est un néant. L'enfant est un rien. Et de l'autre côté, petit monstre, c'est des textes de Platon sur l'indiscipliné, sur le barbare, sur le sauvage, qui vont jusqu'à Freud. L'enfant est un pervers polymorphe. Donc on a ici une sorte de logique d'hésitation entre, d'ailleurs sur le plan de l'éducation, est-ce que l'enfant est un être qu'il faut remplir ou est-ce que l'enfant est un être qu'il faut désensauvager? Et de ce point de vue-là, on a derrière cette définition de l'enfance une anthropologie de l'enfance qui consiste à dire que l'enfant n'est pas vraiment totalement un humain, c'est un infra-humain, que l'enfant doit être soumis et que l'enfant n'est pas un véritable individu à part entière. D'ailleurs, beaucoup plus tard, je rappelle ce qui nous sidère toujours quand on relit les essais de Montaigne, Montaigne ne savait plus exactement combien il avait perdu d'enfants en bas âge. Il disait 2, 3, on sait aujourd'hui qu'il en a perdu 5. C'est dire qu'effectivement, l'enfant n'est pas individualisé, il n'est pas un individu, on ne se souvient plus vraiment de ce que l'on a perdu, alors même qu'aujourd'hui, ce drame de l'enfant décédé en bas âge constitue en quelque sorte la quintessence de la tragédie.
Donc, un enfant néant ou un enfant excès, un enfant qui n'est pas un être humain, qui doit être soumis, qui est assujetti, et un enfant qui n'est pas véritablement un individu. Voilà, grosso modo, sous l'Ancien Régime, on va dire, au sens très très large du terme, comment on arrive à déterminer un enfant. Le monde démocratique change totalement la donne. Pour une raison très simple, à partir du moment où vous avez une déclaration des droits de l'homme qui dit « les hommes naissent libres et égaux en droit », la question de la définition de l'enfance se pose. Est-ce que cet enfant est un égal? Est-ce que cet enfant est vraiment un adulte à part entière? D'où une ambivalence qui naît entre l'enfant qui est à la fois égal et différent, avec deux tentations inverses. Si on dit qu'il est égal, voilà, il est comme nous, pas besoin de l'éduquer. Il est adulte à part entière, ce que d'ailleurs Rousseau identifie en disant attention, il ne faut pas oublier l'enfance dans l'enfant. Et à l'inverse, si vous le considérez comme un être différent, c'est une hétérogénéité absolue. Et là, comme disait Hannah Arendt, veillons à ne pas enfermer l'enfant dans l'enfance, c'est-à-dire dans un différentialisme absolu. Et là non plus, on ne peut pas, aucune nécessité de l'éduquer. C'est un autre monde, le merveilleux monde de l'enfance. Et dans ce merveilleux monde de l'enfance, laissons-le vivre complètement. Et donc on voit comment émerge, c'est quand même très troublant, le fait que cet enfant, aujourd'hui, à la fois égal et différent, devient totalement indéterminé. Alors comment résoudre cette question simple mais redoutable de savoir ce qu'est un enfant? En bonne stratégie, on peut essayer de répondre à cette question extrêmement délicate par un argument inverse. Quel est le contraire d'un enfant? On ne peut pas dire que c'est un adulte, puisque l'enfant va devenir un adulte. On ne peut pas dire même que c'est un jeune. En revanche, grâce à la mythologie contemporaine, on peut apporter une réponse. Un des grands mythes contemporains, c'est le mythe de Peter Pan. L'humanité, si je puis dire, de ce point de vue-là, a été marquée par deux mythes primordiaux. Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir, Peter Pan, le petit homme qui ne voulait pas grandir. C'est d'ailleurs comme ça que commence la pièce. Tout, de James Barrie, tous les enfants veulent grandir, sauf un, Peter Pan. L'enfant qui ne veut pas grandir, je vous lis le texte dont James Barrie lui-même, par lequel James Barrie lui-même définit son projet. Mais il faut vraiment voir, parce que Peter Pan, on a l'image de Disney, c'est formidable, etc. Bon, quand on regarde les choses un peu plus près, et vous les avez bien sûr lues, c'est évidemment une totale tragédie. Peter Pan, dit James Barrie, où le garçon qui ne voulait pas grandir est une pièce pour enfants, et pour ceux qui autrefois l'ont été, écrite par un auteur qui entend rester enfant. De Peter, vous pouvez penser ce que vous voulez. Peut-être était-il un petit garçon qui mourut jeune. Peut-être n'est-il jamais né. Peter Pan est insaisissable. Comme il le dit lui-même, je suis la jeunesse, je suis la joie, je suis le petit oiseau sorti de sa coquille, et ce qu'il entend rester pour toujours. La seule chose qui l'effraie est de devoir grandir, apprendre des choses graves et être un homme. Tous les enfants veulent grandir, sauf un. Je trouve qu'on a là véritablement le contraire de l'enfance. Le contraire de l'enfance, c'est précisément ce désir absolument abominable, et c'est en ce sens que Peter Pan est une tragédie, de ne pas vouloir grandir. À rebours, un enfant, et là on peut être très sûr, c'est un être qui veut grandir. Et les deux termes sont importants, grandir et vouloir grandir. Ce qui, si on s'accorde sur cette définition minimale, est simple et bouleversant sur le plan de l'éducation, sur le plan même de la protection de l'enfance. Alors évidemment, la protection de l'enfance a fait des progrès fulgurants, mais avec cet effet parfois pervers qu'à vouloir trop protéger l'enfance, on oublie la nécessité de grandir. Ce qu'il faut protéger, ce n'est pas l'enfance, si je puis dire. Alors je vais être un peu radical. L'enfance, il faut la tuer. Doucement, pas trop vite, en acceptant des petites régressions de temps en temps, soyons clairs. L'enfance, il faut la tuer. En revanche, la volonté de grandir, il faut la protéger. Et c'est ça qui guide l'action éducative. Ça change beaucoup de choses dans notre manière de penser et de concevoir les choses.
Et j'ajouterai une autre question à cette première réponse, question que se posent parfois les philosophes: à qui appartiennent les enfants? Il y a une antinomie, là aussi, sur cette question. Antinomie qui consiste à dire, là aussi, dans le monde traditionnel, les enfants appartiennent au clan, à la famille, parfois à la nation, allons aux enfants de la patrie, qui peut, de ce point de vue-là, parce qu'elle les considère comme ses biens, en user et en abuser. Alors évidemment, cette réponse traditionnelle va nous heurter. Et on lui opposera une autre réponse, mais pas du tout. Les enfants sont des personnes, ils s'appartiennent à eux-mêmes. Jusqu'à ce que l'inconvénient qui a été évoqué à plusieurs reprises, un enfant qui s'appartient à lui-même, ça s'appelle un enfant abandonné et qui n'a pas du coup besoin d'être éduqué. Il me semble que dans cette perspective, si on essaye d'apporter une réponse à cette question redoutable, à qui appartiennent les enfants, on pourrait apporter cette réponse, la réponse suivante. L'enfant appartient à l'adulte qu'il sera plus tard. L'enfant appartient à l'adulte qu'il sera plus tard et la mission des parents, des éducateurs, des enseignants, des professeurs, de tous les adultes qui en ont la responsabilité, c'est d'occuper le moins mal possible. Aucune éducation n'est parfaite, cette fonction d'être le gardien de l'adulte à venir. Là aussi, réponse extrêmement simple, mais qui est une véritable maxime d'éducation. Pour vous donner un exemple très simple, si ma fille, jadis, elle est grande maintenant, disait « je veux sortir ce soir alors que j'ai un contrôle de maths demain », ma réponse va être très simple, non. Non pas parce que je souhaite l'opprimer, mais simplement parce que si tu étais adulte et tu avais un contrôle de main, toi-même, tu ne sortirais pas ce soir, sans doute, ou à tes risques et périls, ou en acceptant les conséquences. L'enfant appartient donc à l'adulte qu'il sera plus tard, et donc on a là, effectivement, avec ces deux réponses, je crois, simples, peut-être la manière de répondre aux débats idéologiques, à ce doute qui pèse sur la définition de l'enfance aujourd'hui, et qui, effectivement, ouvre à une espèce de dérèglement, d'incertitude continuelle, qui laisse les gens de bon sens assez largement sidérés. Je vous remercie. Merci beaucoup, tous les trois. Je vais retenir ce que vous venez de dire parce que j'ai mon fils qui veut tout le temps sortir. Alors, merci beaucoup pour vos éclairages absolument précieux. On pourrait dire, avant de laisser la parole à la salle, parce que je crois qu'il y a un moment de questions, que l'enfance, au fond, est au centre des mutations idéologiques actuelles, car elle représente un enjeu crucial de transmission et de transformation sociale, que ce soit donc dans les relations parentales, les dynamiques amicales ou le cadre éducatif. Et en ce sens, les défis sont extrêmement nombreux. Alors, je me disais en vous écoutant que, enfin c'est ça qui me frappe, mais peut-être aussi parce que c'est ça que je mets au travail, il me semblait que dans votre propos, à chacun d'entre vous, ce sur quoi nous devons être vigilants, c'est la question des confusions et des glissements. Et en particulier, il me semblait que, à propos de l'amitié, par exemple, on a insisté sur le glissement possible entre réseau amical et réseaux sociaux. C'est-à-dire l'un ne remplace pas l'autre, et au fond, c'est pas le réseau amical le problème. On a parlé d'une confusion possible du point de vue de la personnalité entre l'individu et la personne. Et on vient de parler, dans cette relation parent-enfant, de la définition du être parent, avec un glissement possible, une confusion possible entre être parent comme, être propriétaire de l'enfant, ou plutôt guide responsable de son futur adulte. Et donc, peut-être
vous pourriez reprendre, enfin, pour lancer la discussion sur cette question des glissements. Tout à l'heure, on parlait des glissements sémantiques. Moi, je crois que dans toutes les questions dont on débat à propos de ce colloque, la question des glissements, des confusions, des traductions. J'ai beaucoup à une époque réfléchi sur le gender identity, dont on n'a pas de traduction, par exemple, en français, sauf à convoquer un certain nombre, parce que le français est très riche, un certain nombre de registres du gender identity, et le rabattement, par exemple, du gender identity sur la supposée identité de genre convoque un malentendu assurément, puisque nous, on sait, grâce à la langue française, par exemple, que, comme je le disais en introduction de cette table ronde, par exemple, l'identité est au moins déclinable en plusieurs niveaux de l'identité, éventuellement de genre, ce qui relève du sexe, qui relève du sexué et du sexuel, sans parler du juridique, évidemment. Et je trouve qu'aujourd'hui, on peut être facilement dans une ère du rabattement, des glissements et de la confusion. Voilà. Je pense qu'en effet, il y a un point qui me paraît être la clé de l'ensemble des analyses, c'est pas simplement une indétermination sur la question de l'enfance, mais c'est la totalité des âges de la vie qui est devenu incertain. Vous voyez, donc glissement sur les questions de sexe, de sexe, définition d'âge. Au fond, on pourrait dire aujourd'hui, personne ne veut faire son âge. Alors que jadis, l'âge nous faisait, nous désignait une identité. Personne ne veut faire son âge, les enfants veulent être ados le plus vite possible, les vieux ne veulent pas vieillir, les adultes veulent rester jeunes, et même les jeunes d'ailleurs, on pourrait dire ils sont contents d'être jeunes, mais en fait ils ont quand même assez envie d'arriver à l'âge de l'autonomie et de la responsabilité relativement rapidement. Et donc c'est cette indétermination des âges qui est parallèle à l'indétermination des sexes qui fait qu'on peut s'installer dans la fiction, en effet, de pouvoir décider à tout moment. Mais ce que je remarque profondément, c'est que ce débat idéologique et intellectuel correspond en fait très peu à la réalité vécue. Et c'est la caractéristique principale de l'idéologique, d'être vraiment à côté de la plaque, mais là particulièrement. Donc on a des débats qui sont totalement déconnectés de la manière dont les individus vivent. Regardons autour de nous. Les enfants veulent grandir, les jeunes ont envie d'être adultes, peut-être plus lentement, avec plus d'effroi, plus d'inquiétude, c'est plus long. 3 jours, l'adolescent dans les sociétés traditionnelles, c'est le rite de passage. 15 ans aujourd'hui, bon, évidemment, il y a quelques conséquences. Les adultes font le boulot, et puis il y a même des vieux qui rechignent pas trop à vieillir. Enfin, bon, c'est pas forcément agréable, mais c'est pas non plus. Donc, l'expérience commune est quand même une expérience assez basique. Les débats idéologiques sont totalement déconnectés. Voilà. Et là, il faut effectivement remettre d'urgence, et paradoxalement, les intellectuels en général devaient guider le bon peuple ignorant vers l'avenir radieux. Aujourd'hui, ils doivent se battre pour revenir à l'expérience commune. Merci. Est-ce que vous voulez prolonger ? Oui, alors pour ma part volontiers, parce que effectivement, dans mon propos, je me suis fondée sur une distinction entre élèves et enfants, adolescents de l'autre côté. Et c'est une distinction que j'opère, que je maintiens dans mon discours, mes analyses, au cours de formation auprès de publics éducation nationale, et parfois il s'agit de cadres de l'éducation nationale, c'est-à-dire des inspecteurs de l'éducation nationale, des chefs d'établissement, donc des gens qui ont beaucoup de responsabilités et qui précisément m'interpellent à ce sujet en me disant, mais en protestant, vous voyez, en me disant, mais vous vous rendez compte de ce que vous affirmez, mais un élève, c'est d'abord un enfant et un adolescent, donc pourquoi voulez-vous faire prévaloir précisément cette fiction que représente la catégorie d'élèves. Donc je vois bien qu'il y a un point d'incompréhension qui me paraît pour le coup gravissime. Alors dans quelle mesure ? L'argument que j'essaie de leur proposer, c'est le suivant, c'est que la notion d'élève, la catégorie d'élève, le statut d'élève, donc un ensemble de droits et de devoirs, alors
pour les élèves, ce sont surtout des devoirs que des droits pour eux. Ils le vivent plutôt sous cet angle-là, certes. Le statut d'élève peut avoir un aspect protecteur dans le cadre d'une institution. Nous-mêmes, est-ce que nous souhaiterions être constamment renvoyés à qui nous sommes, fils de, filles de, d'où venons-nous, où avons-nous été élevés, etc. Or, le statut pédagogique et juridique d'élève efface effectivement, met de côté, mais transitoirement, le temps de l'école, tous ces éléments de singularité, mais qui sont parfois douloureux. Voilà, qui sont parfois douloureux. Et ça permet aux élèves d'échapper à cette masse, à ce magma de douleur éventuelle. Donc il faut y penser à ce cas de figure-là. Donc voilà, il faut toujours rappeler la nécessaire distinction. Par ailleurs, alors j'ai une ancêtre prestigieuse qui a réfléchi sur l'éducation, l'école démocratique, Hannah Arendt. Et dans son célèbre texte sur la crise de l'éducation, c'est elle-même, alors qu'elle ne réfléchissait pas à l'école publique laïque française, elle disait, mais l'école n'est ni la famille, ni la société. Voilà aussi quelque chose de fondamental à rappeler. Et le ni, c'est une forme de neutralité, si vous voulez, qu'elle appliquait à l'école démocratique, qu'elle analysait aussi sous l'angle des dérives égalitaires. Donc voilà des exemples de distinction, et plus globalement, c'est un philosophe de la chose politique qui s'appelle Pierre Manant, qui a défini la démocratie comme le régime des séparations. Et la notion de séparation, on peut la traduire sur le plan cognitif, sur le plan social, etc. Donc, évidemment, toutes ces distinctions sont absolument déterminantes. Oui, je crois que c'est important de rappeler que l'école est là pour accueillir et pour faire des élèves, pour qu'ils deviennent des élèves. J'ai une anecdote à ce propos, c'est mon collègue Alexandre Ployer qui s'intéresse à la question de l'inclusion scolaire, qui est un grand choix politique international. Il y a des engagements forts et on sait que la machine éducation nationale s'est lancée là-dedans depuis maintenant une quinzaine d'années et que bon, c'est vraiment une doctrine qui pèse beaucoup. Et alors, il raconte un stage de formation avec des enseignants qui se destinent justement à pratiquer l'inclusion scolaire. Alors, il leur demande d'imaginer l'école inclusive idéale. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une école inclusive? Alors, bon, elle est bienveillante, elle est accueillante, nanana. Mais au bout du compte, ils énoncent beaucoup de choses, ces futurs enseignants, mais ils oublient une chose, c'est que l'école est là aussi pour enseigner, pour transmettre des savoirs. Et ça paraît quand même important de le rappeler quelquefois. Et alors Piaget, qui, je l'ai dit, qui accordait beaucoup de valeur aux interactions sur un pied d'égalité entre les élèves, entre les enfants, il y voyait vraiment des conditions idéales, le débat, en fait, à l'état pur, entre deux individus, deux personnes qui n'ont pas autorité l'une sur l'autre, qui ont le même degré d'ignorance et qui, du coup, vont pouvoir chercher ensemble, véritablement, sans s'en remettre à une autorité adulte. Et Piaget était très critique de ce point de vue vis-à-vis de Durkheim, avec qui sur la tête duquel il a beaucoup tapé, en disant mais le progrès cognitif, le développement de l'intelligence ne procède pas seulement de l'intériorisation de savoir. Donc Piaget, c'est en cela aussi qu'il est constructiviste, c'est-à-dire qu'il considère que l'enfant est pour quelque chose dans ce qu'il acquiert. Ça veut dire que c'est par son activité, c'est par ses efforts, c'est parce qu'il rencontre des problèmes. Donc ce n'est pas du tout le constructivisme dont on nous bassine aujourd'hui. Tout est construit socialement, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Le constructivisme piagétien, c'est l'idée que l'enfant doit se heurter à des problèmes, surmonter des problèmes, voir ses capacités cognitives déséquilibrées pour pouvoir suivre un processus de rééquilibration. Donc ça veut dire chercher et faire des efforts. Et le développement, il passe par ça.
Oui, c'est très intéressant, mais je pense que c'est vrai qu'en effet, la thématique de l'inclusion est une thématique qui est très troublante aujourd'hui, parce qu'il y a en fait deux sens qui s'opposent quasiment sur cette thématique de l'inclusion. Il y a l'idée classique de l'intégration, c'est-à-dire comment on aide un individu différent à s'intégrer au collectif. Et puis il y a l'autre vision, qui d'ailleurs est la vision de l'inclusion au sens quasiment chimique. Hein. L'inclusion, c'est quand vous avez dans la résine un élément qui reste absolument identique. Donc c'est pas du tout l'intégration, c'est le fait qu'on doit adapter le collectif à la différence. Non pas accompagner la différence pour s'intégrer au collectif, mais changer le collectif pour respecter la différence et qu'elle reste intacte. C'est le contraire même d'une société. Et sur cette ambiguïté-là, vous avez des textes juridiques. L'école inclusive dans le Code de l'éducation, dont évidemment l'intention de départ semble légitime. Comment faire en sorte que les handicaps soient davantage accompagnés au sein de l'école, mais avec immédiatement une sorte d'ambiguïté qui, du point de vue d'ailleurs de la jurisprudence, peut poser d'énormes problèmes. Parce que vous voyez qu'on a ici deux logiques qui sont radicalement différentes. Et donc, vraiment, ce mot inclusif, qui fait partie des mots valises de notre monde contemporain, est susceptible d'interprétations radicalement divergentes et, comme un certain nombre d'autres